Issa Tiroum fait quand même des relations assez fracassantes, où il dit clairement que Paul Biya ne gouverne plus, lui qui a la voix autorisée pour le dire, parce qu'il était membre du gouvernement, venant nommé par Paul Biya, et que le Cameroun est dirigé par les clans. Vous, qu'en pensez-vous, président du Kamchabi? Ce qui est sûr, au vu de la cacophonie qui existe à l'heure actuelle au sein du gouvernement, de ceux qui sont restés dans le gouvernement, hein, quand vous voyez le ministre Sadi qui dit une chose et que le ministre Sfamodongo en dit une autre, quand vous observez que le secrétaire général de la présidence, Ngongo, fait des consultations sans que, et que le RDPC, le secrétaire général du RDPC fait sa réunion à part, et qu'au cours de cette réunion-là, le secrétaire général adjoint dit « mais vous avez fait ça sans nous consulter ». Donc on a l'impression qu'il y a un vacuum au sommet. Ça, cette impression-là, elle est évidente hein, pour tous. Maintenant, ceux qui ont donc tissé une alliance avec le régime sortent et disent, dans le cas de M. Tirouma, que ben, moi j'ai signé un accord avec quelqu'un et je n'arrive plus à voir la personne, j'ai devant moi des représentants, des sous-traitants, je me sens plus à l'aise, je sors de cette affaire. Et vous avez remarqué que Belobouba, plus fin, annonce sa décision, mais ne démissionne pas. Mais qu'est-ce qu'il vous dit? Il ne vous dit pas qu'il n'a pas l'intention de démissionner. Il dit qu'il veut remettre la lettre de démission au président de la République. Voilà. Donc il veut voir la personne avec qui il a fait et il n'est pas en train de la voir. Donc cela amène effectivement à s'interroger sur ce qui est en train de se passer au sommet de l'État. Et le silence de M. Biya n'arrange pas la situation. Voilà, à présent rentrons dans le vif du sujet, président du Kamchabi, en parlant de vos différentes actions déjà annoncées. Vous êtes aujourd'hui membre du groupe de Douala, vous avez auparavant été une forte figure d'abord de l'ATP, ensuite de l'ATR, l'Alliance pour une transition refondatrice. Aujourd'hui du Kamchabi, faites-nous s'il vous plaît la différence claire et nette entre le groupe de Douala qui est une alliance, elle, de ça à sa manière, et l'ATR. Bien, voilà. Donc l'ATR est une alliance de partis politiques et d'associations qui vise à obtenir pour le Cameroun une période de transition et de refondation du pays. Ce regroupement de partis et d'associations a mis en place, a écrit un manifeste dans lequel il a identifié sept chantiers pour aider le Cameroun à se refonder, c'est-à-dire donner au Cameroun un nouveau socle. Chantier sur lequel on reviendra d'ailleurs assez largement. On pourra revenir éventuellement. Pendant que l'ATR est un processus qui a commencé en fait depuis 2020 dans le cadre même du cadre citoyen de concertation. C'est en juillet 2020 que la réflexion commence. Et bon, on se réunit dans le cadre de quelque chose qui s'appelle ATP, ensuite on change de nom en ATR. Il y a peut-être quelques disputes sur lesquelles bon, les médias peut-être ont fait attention. Mais en fait, ce qui reste constant, c'est qu'on a pu arriver à un manifeste qui définit clairement ce que ça signifie la refondation du pays et que pour atteindre cette refondation, il faut une période de transition de 3 à 4 ans. On a défini, on a justifié pourquoi est-ce qu'il faut une refondation au Cameroun, parce que quand une maison atteint un état de délabrement avancé, vous ne pouvez pas continuer à passer des coups de peinture sur le mur. Il faut revoir la fondation. Donc ça, voilà le travail de l'ATR. Le groupe de Douala, par contre, c'est tout autre chose. C'est un regroupement d'individus, de personnalités qui ont une crédibilité parce qu'ils ont participé pendant longtemps au changement et qui se sont donnés pour mission d'aller vers les candidats présidentiels et leur dire que cette fois-ci, nous avons une occasion en or de changer le pays du fait non seulement des changements sur le plan international, mais également de la situation intérieure qui montre un affaiblissement du régime et que pour le faire, en dépit de l'affaiblissement du régime et des contradictions internes que l'on note à l'intérieur de ce régime,
il faut absolument que les forces d'opposition se rassemblent autour d'un programme commun de transition. Oui. Et que ce programme commun de transition soit porté par un candidat consensuel. Donc c'est ça le rôle du groupe de Douala. Donc c'est un rôle un peu diplomatique auprès des différents candidats pour leur demander, laissez votre ego à côté, laissez vos programmes à côté, allons ensemble refaire la fondation du pays et on repartira d'ici 3-4 ans à des élections où vous pourrez vous dérouler comme vous voulez. Voilà qui est clair, encore une fois de plus pour ceux qui nous regardent ce matin. Merci Président d'apporter ces clarifications. Rentrons à présent sur ce pourquoi vous êtes là, ici, sur ce plateau. Je voudrais prendre votre intime conviction. Pensez-vous, dans l'état actuel des choses, qu'il est possible que l'opposition s'unisse pour l'élection d'octobre prochain? Oui, je pense que la démarche qui a été mise en œuvre... Je vous prie de prendre en compte les différents égos, Président. Oui. Elle commence d'abord par demander aux gens, c'est-à-dire que quand je m'en vais en tant que membre du groupe de Douala pour rencontrer un chef de parti politique, j'essaye d'abord d'attirer son attention sur le fait que individuellement et seul, ils ne peuvent pas vaincre le régime en place. Tout à fait. Machine vieille de plus de 43 ans. 43 ans, c'est un baobab qui a des racines profondes. Vous ne pouvez pas venir avec une petite machette et penser à déraciner. Deuxièmement, j'attire leur attention sur le fait que leurs programmes politiques individuels ne peuvent pas attirer suffisamment la population au vu des résultats des élections antérieures. Oui. C'est-à-dire, quand vous regardez les élections antérieures, vous notez que la seule chose qui augmente, c'est l'abstention. L'abstention. C'est-à-dire que de 1992, où on avait un taux d'abstention de 19%, nous en sommes aujourd'hui à un taux d'abstention de 47%. Non seulement le nombre de gens qui s'abstiennent depuis 2011 dépasse le nombre de gens qui votent pour M. Biya, oui. Oui. mais également nous devons nous poser la question, mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que précisément les électeurs ont, et nous en avons eu la confirmation aujourd'hui, quand on venait se rendre compte ici, notre chauffeur de Yango a dit, moi je n'irai pas voter si cette opposition n'est pas unifiée. Donc il y a un appel populaire fort que nous essayons de passer à ces différents candidats en leur disant, cette fois-ci, si vous ne vous mettez pas ensemble, non seulement on n'aura pas la victoire, mais vous êtes politiquement mort. Voilà. Donc le message est en train d'être compris, mais ce qu'il faut faire, c'est de ne pas essayer d'unifier les gens autour d'une personne, ou non, derrière une personne, parce que c'est l'expression qu'il faut qu'on se mette derrière telle personne. Non, personne ne se mettra derrière personne. On se mettra tous ensemble autour d'un programme de refondation pendant une période de transition de 3 ans. Et pendant la période de campagne, on fera la campagne non pas sur le culte de la personnalité du président de la transition, mais sur le programme de transition lui-même. Il est temps qu'on entre dans l'ère de la démocratie où le président n'est pas un démiurge autour duquel on fait un culte. Voilà. Parce qu'on ne peut pas vouloir la démocratie et vouloir son contraire en même temps. Alors, Président, mais comment justement parvenir à un programme consensuel finalement? Bon, le programme consensuel n'est pas quelque chose de difficile à faire parce que il y a des problèmes que tous les Camerounais, c'est-à-dire il suffit seulement de vous mettre même dans un bar et parler aux Camerounais et vous vous rendez compte immédiatement qu'il y a un ensemble de choses sur lesquelles nous devons apporter des solutions, c'est-à-dire que jeter les bases d'une fondation d'un pays. Par exemple, un des premiers chantiers de la refondation, c'est celui du Camerounais même, c'est-à-dire la définition de être Camerounais, ça signifie quoi? Bon, donc quand on lance une période de transition ou de refondation, on a des assises nationales. On commence par des assises nationales au cours duquel les Camerounais sont assis et essayent de se dire, mais comment nous-mêmes on se définit? Parce que si vous allez aujourd'hui, là, de part et d'autre, vous vous rendrez compte que quand vous dites à quelqu'un, tu es quoi? Il dit que je viens de tel endroit.
je viens de tel autre. Mais être Camerounais, c'est quoi alors? Donc il faut que l'on arrive à définir ensemble ce que c'est qu'être un citoyen camerounais. Bon, il y a la refondation des institutions, Oui. des institutions du pays. Tout le monde sait que la constitution du Cameroun doit être revue. La façon dont elle a été, celle de 96, nous a été imposée. Et comment est-ce que des changements sont faits à l'intérieur sans qu'il y ait un véritable débat et sans que ce soit soumis à référendum? Il faut qu'on revoie cela. Il faut qu'on revoie le code de la famille, qu'on revoie le code pénal, qu'on revoie le code civil, qu'on essaie d'uniformiser le code anglophone-francophone, parce qu'on ne peut pas continuer dans un pays à avoir deux systèmes coloniaux qui se côtoient sans jamais se rencontrer. Et il faudra qu'on touche éventuellement à cette affaire de code électoral, là, de manière à créer un cadre électoral qui ne soit pas, je peux dire, conflictogène. C'est-à-dire ce genre là où après chaque élection, il y a toujours problème. Bon, donc il y a les institutions à revoir, il y a l'économie. Il faudra à un moment donné qu'on décide, est-ce qu'on va rester une économie extrovertie, dominée de l'extérieur par une monnaie de singe, ou bien est-ce que nous devons prendre la décision de faire des choses. Donc, enfin bref, il y a des chantiers de refondation qui sont indépendants de l'idéologie ou des tendances personnelles, qui sont définitivement pas liées à une région du pays ou à une ethnie ou rien du tout. Il y a un consensus minimum sur lequel les Camerounais devraient s'entendre. On va faire un terrain de football où nous allons tous jouer. Il faut que le milieu du terrain soit bien connu, que les goals soient connus, que les règles du jeu soient connues, que tout le monde sache sur quoi il parle. Et donc, ce programme-là, ce sera un programme comme ça. Voilà. Et donc, sur lequel on est en train de travailler. Naturellement, ça demande un consensus, ça demande de tirer parti des expériences de refondation d'autres pays. Ce qu'on est en train de faire, il y a un petit... je travaille dans le cadre de ce qu'on appelle la mouvance de la refondation, qui est plus élargie, qui est un peu l'ATM élargie à toutes les personnes qui ont déclaré qu'elles veulent la refondation. Donc, on va sortir ce document et on ira donc voir tous les partis, les chefs de partis politiques et leur demander est-ce qu'on peut se regrouper autour de ce programme patriotique minimum de refondation. Nous revenons à ces différents chefs de partis politiques, président. Il y a cette phrase qui revient tout le temps, ou du moins ces phrases qui reviennent tout le temps prononcées par eux-mêmes. L'opposition n'est pas un parti politique, la coalition n'est pas une panacée. Et vous avez d'ailleurs dit dans un document, j'ai eu l'honneur de vous côtoyer en dehors des antennes quelques rares fois dans ce pays. Vous maintenez qu'à la base, le message de l'union de l'opposition passe assez bien. Pourtant, il n'est pas reçu par ceux qui devraient le recevoir. Comment comptez-vous, vous personnellement, au-delà des démarches prises, faire accepter à ces leaders que le peuple, lui, en bas, veut autre chose? Je vais demander au peuple de nous accompagner pour convaincre. On va d'abord essayer de les convaincre. Et si on n'arrive pas à les convaincre, contraindre ces chefs de partis politiques à l'unité. On les contraint comment? Je vais peut-être faire un flashback dans l'histoire. Allons-y. Pour vous dire qu'en 1991, si la coordination a pu fonctionner, ce n'était pas parce que les chefs de partis politiques n'avaient pas cette tendance à la division. Il faut comprendre que par nature, les partis politiques sont clivants. C'est-à-dire qu'un parti politique, c'est en principe une idéologie, une stratégie de prise de pouvoir qui est unique. Bon, donc, et à côté, il y a un autre parti politique qui a sa stratégie, son idéologie et sa stratégie. Et donc, par nature, elles sont concurrentes puisqu'ils visent tous le pouvoir. Bien, maintenant, mais il arrive des moments dans l'histoire d'un pays où toutes ces différences-là doivent être mises sous le boiseau, pas qu'elles sont éliminées. Parce qu'on a besoin de passer d'une étape historique à une autre étape historique. Bon, et c'est très très difficile. À ce moment-là, les partis politiques ont des difficultés à travailler ensemble. Et ce qui se passe, c'est que c'est les organisations de la société civile et la population dans son ensemble qui les contraint à l'unité.
Alors, qu'est-ce que nous faisions dans ces années-là? À l'époque, j'étais président d'une association non partisane qui s'appelait Cap Liberté, qui était très très forte et souvent implantée dans l'ensemble du pays et qui avait plus de membres que d'ailleurs la plupart des partis. Et ce que je demandais aux membres de Cap Liberté, c'était chaque fois qu'il y avait un conclave des partis d'opposition de se mettre autour. Donc il y avait toujours, chaque fois qu'on se réunissait, il y avait tout autour là, environ 2000 personnes qui étaient là assises et qui leur donnaient le message: si vous ne sortez pas de là avec quelque chose, ne sortez pas. Voilà. Pour être beaucoup plus précis, Président, supposons à présent que vous ayez réussi votre mission, celle d'unir l'opposition. En fait, nous sommes en voie, je suis très optimiste, hein, oui. Mais je crois que le peuple doit jouer son rôle, c'est-à-dire que chaque Camerounais, individuellement, puisque tous les Camerounais veulent que l'opposition s'unisse, le demande depuis et la punit par l'abstention à toutes les élections. Maintenant, je demande aux gens de ne pas s'abstenir, de ne pas attendre pour s'abstenir, de comprendre que ces gens ne sont que des individus comme tout le monde et que vous pouvez avoir de l'impact sur eux. Donc, si vous connaissez et si vous pouvez accéder à un parti politique, écrivez-leur et dites-leur que cette fois-ci là, soit vous vous unissez, soit on vous lâche. Ça, il faut que les gens le fassent, qu'ils l'expriment de mille et une manières, qu'ils écrivent à ces leaders, qu'ils le disent sur tous les plateaux, qu'ils aillent partout, dans les marchés, leur dire qu'il faut vous unir. C'est la pression populaire sur eux et le travail diplomatique que des groupes comme le groupe de Douala mèneront petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on combine un peu cette contrainte populaire avec le travail diplomatique, de mise ensemble d'un programme d'ensemble, etc. Et je dirais aussi une autre chose, c'est que l'ego des chefs de partis politiques, il est assez grand. En fait, ils ont presque tous, et je les ai rencontrés tous, je veux le dire, en toute humilité, ils ont un véritable problème de schizophrénie. C'est-à-dire que chaque chef de parti politique croit, pour une raison absolument non fondée, que seul il peut gagner. Mais j'ai essayé de comprendre ce qui se passait. Et je les ai vus fonctionner. Un chef de parti typique ne rencontre que les membres de son parti. Et tous lui disent: Président, tu es le plus fort, tu es le plus beau. Et les membres des partis politiques aussi, généralement, ne tournent qu'autour de membres de leur parti politique. Et finissent par croire, par commettre ce qu'on appelle en logique erreur de composition. C'est-à-dire qu'une erreur de composition en logique, c'est celle qui consiste à croire que ce qui est vrai pour une partie d'un tout l'est uniquement et pour cette seule raison vrai pour l'ensemble. Donc vous ne voyez pas, vous voyez votre petit truc là et vous croyez que tout le Cameroun pense comme ça. Et donc vous voyez, donc tous les partis là sont atteints de cette maladie. C'est-à-dire que vous allez autour du MRC, les gens du MRC sont convaincus que ça, ils ont le meilleur candidat et que lui seul, il peut gagner. Vous allez autour de Cabral, c'est la même chose. Vous allez autour de Joshua, c'est exactement la même chose. Et je passe mon temps à leur dire: vous êtes tous mes cadets politiques. Même si Maurice Kamto est plus âgé que moi, mais il entre en politique en 2013. Moi, je suis en politique depuis 1987. Voilà. Donc, je leur dis: vous vous trompez. Aucun d'entre vous ne peut. Et il faut que ce message-là, que le peuple le leur passe également et que leurs militants comprennent qu'ils se trompent, quoi. Ils sont peut-être sincères, mais ils se trompent. Ils ne peuvent pas gagner seuls contre ce régime. Avec la permission du modérateur, une dernière question pour cette première partie, parce qu'il faut naturellement la conclure par là. Supposons qu'au terme de votre démarche, vous ayez réussi à unir cette opposition-là. Pensez-vous que le code électoral actuel permet, en toute sincérité, de gagner une élection au Cameroun? Oui. Le code électoral actuel donne une opportunité de gagner si vous êtes présent dans les bureaux de vote. Et c'est la deuxième chose nouvelle qui est apportée cette fois, c'est que depuis 2015, j'ai développé un logiciel de décompte parallèle de voix.
que j'ai expérimenté au Burkina Faso et qu'en 2018, j'ai essayé de proposer aux partis politiques qui n'en ont pas compris l'opportunité. Cette fois, nous avons décidé que nous le ferions par le biais des organisations de la société civile. Le code électoral actuel, hein, voilà comment il fonctionne. Il dit que les résultats sont proclamés immédiatement dans chaque bureau de vote. Hein. Voilà. Donc, si vous prenez les résultats de tous les bureaux de vote, 1 heure après, vous avez les résultats. Tout à fait. Donc, le trucage se passe à quel niveau? À 2 niveaux. Premier niveau, c'est que vous n'avez pas de scrutateurs et on vous écrit pas de bons résultats. Mais ce n'est pas là-bas que se passe le bourrage des urnes, ce n'est pas là-bas que ça se passe exactement. C'est quand maintenant les résultats partent des bureaux de vote et s'en vont maintenant pour être consolidés au niveau communal, ensuite au niveau départemental. C'est là-bas que tous les tripatourages se font parce que d'abord, d'une façon générale, les partis politiques n'ont pas le moyen d'avoir des gens parce que la loi est claire. Vous avez le droit d'avoir des représentants, mais les partis politiques ne sont pas structurés pour avoir des représentants partout. Déjà, pour couvrir, en 2018, il y avait 31 000 bureaux de vote. Cette fois-ci, parce que le nombre a augmenté d'inscrits, on est peut-être à 8 millions et quelques. Voilà, il faudra compter environ 35 000 bureaux de vote. Donc, pour avoir 10 personnes, enfin 2 personnes dans chaque bureau de vote, et leur donner, c'est-ce que 5 000 pour pouvoir se déplacer et vous ramener les PV. Vous voyez, donc vous êtes à 10 000 par bureau de vote, donc vous êtes à 350 millions. Tout à fait. Ils ne sont pas beaucoup de partis politiques hein, qui ont 350 millions à dépenser en un jour. Bon, et en plus de ça, vous devez avoir les gens dans les commissions communales qui se réunissent et ensuite dans les départementales et ensuite les renvoyer à la commission nationale. Donc vous vous rendez compte que généralement les gens sont absents dans tous ces trucs-là et c'est là-bas qu'il y a tous les tripatourages. Cependant, si nous mettons l'accent non plus sur un parti, si les partis politiques d'abord se mettent ensemble, déjà ça augmente leur couverture des bureaux de vote d'une part. Deuxièmement, si on mobilise les organisations de la société civile pour qu'elles jouent leur rôle de surveillance électorale grâce à la technologie aujourd'hui, parce que ce logiciel-là, c'est un logiciel qui se télécharge sur Android, et maintenant tout ce que vous avez à faire, c'est d'entrer les résultats que vous voyez et de prendre la photo soit du PV, soit du tableau, si on ne vous permet pas de prendre. Interdit des fois. Voilà, c'est ça. Voilà, donc vous mettez à la fenêtre et vous prenez la photo. Cette photo-là, ce n'est pas ce qui est. C'est juste important en cas qu'on conteste que on a mal entré les chiffres, en fait, parce qu'on peut se tromper en entrant les chiffres. Bon, la photo vient et des logiciels là, des outils d'intelligence artificielle pour pouvoir comparer tout ça et voir que c'est bien ça qui est bien entré. Et bon, voilà. Et là, on aura les résultats. Donc, une des batailles, en plus donc, de regrouper les chefs de partis politiques, ce sera la bataille pour lancer environ 100 000 volontaires pour respecter le vote à partir de la base. C'est ça la clé. Si on est présent, même si on n'est pas présent dans tous les bureaux de vote, mais dans la majorité des bureaux de vote, parce qu'il y a un chiffre au-delà duquel la tendance est claire et irréversible. Merci. Merci Julio. Je voudrais justement relancer le président Diokham Tchameni sur un élément aussi important pour les téléspectateurs. L'impression, pas l'impression, mais lorsqu'on convoque les faits. En 1992, on a eu l'Union pour le changement. En 2018, on a eu le Parti républicain qui voulait se mettre ensemble pour changer la donne au Cameroun. Mais sauf qu'on constate que la coalition camerounaise fait face à beaucoup de difficultés, à des grands défis pour réaliser un changement de paradigme durable. Alors nous sommes à quelques mois seulement de l'élection présidentielle ou à quelques heures de la convocation du corps électoral, si les choses suivent effectivement les normes. Qu'est-ce qui coince clairement, président Diokham Tchameni? Pourquoi est-ce que les leaders des partis dits de l'opposition jusqu'ici ne se mettent officiellement pas ensemble pour remporter ou briguer l'élection qui s'annonce pour octobre prochain? Pour la même raison pour laquelle depuis 1993 ils n'arrivent pas à le faire. Oui. C'est-à-dire que quand ils se rencontrent, le débat, c'est on se met derrière qui?
C'est le même débat. Oui, oui, et c'est un mauvais débat, justement. C'est le paradigme que nous voulons changer. Il n'est pas question de se mettre derrière quelqu'un. Vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est ça qui change cette année. C'est la proposition que nous, on leur fait, compte tenu de notre expérience. Ne venez pas ici pour que quelqu'un se mette derrière vous ou pour vous mettre derrière quelqu'un. Venez ici pour qu'ensemble, on réalise un programme donné. C'est ça le shift de paradigme qui me donne espoir. C'est-à-dire que venez pour qu'ensemble, on fasse un programme patriotique minimum commun de refondation du Cameroun sur une période de transition qui va durer, selon le cas. Bon, là, maintenant, ils pourront dire s'ils veulent que ce soit 2 ans, 3 ans ou 4 ans. Et à l'issue de cela, on repartira aux élections sur des meilleures bases. Parce que tous sont d'accord que le code électoral actuel n'est pas si bon que ça. Et que la seule chance que nous avons de gagner, c'est de se mettre ensemble. Parce qu'en temps normal, on ne devrait pas être obligé de se mettre ensemble pour gagner une élection. En temps normal, tout le monde va au premier tour de l'élection. Les 2 premiers vont au second tour et les alliances se font autour de ces 2 premiers candidats. Bon, or, notre code électoral, c'est un seul tour. Donc, ça nous oblige à faire l'extraordinaire. C'est-à-dire, pour gagner, il faut qu'on se mette ensemble. Et voilà, si c'est le cas, alors mettons-nous ensemble. Donc, mais on se met ensemble non pas autour d'un individu, mais autour d'un programme. Et le chiffre de paradigme est très important à comprendre. Parce que cela veut dire que maintenant, les personnalités sont mises en arrière-plan. Ce qu'on met en avant, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et vous me direz, mais à la fin, il faudra bien qu'on choisisse un candidat consensuel. Ben oui, mais il est plus facile de choisir un candidat consensuel quand vous êtes d'accord sur ce que vous allez faire que de vous entendre sur une personne alors que vous n'êtes pas d'accord sur ce que cette personne va faire. Donc, j'ai bon espoir que si, et depuis d'ailleurs les consultations que nous avons dans le cadre du groupe de Douala avec les différents leaders, montrent que quand vous venez et que vous leur dites est-ce qu'on peut faire un programme commun, ils sont d'accord. D'ailleurs, tout récemment, il y a Issa Chiruma, Madame Damdjoya, le président Bedzigui et deux ou trois autres partis qui se sont regroupés et ont accepté ce principe-là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils ont accepté le principe que on fait un programme commun et on a un candidat consensuel. Bon, donc cela veut dire que le travail que nous faisons là, c'est en train de porter déjà des fruits. Maintenant, il s'agit... Donc ça veut dire que Chiruma est déjà d'accord, Bedzigui est d'accord, Madame Damdjoya est d'accord, je crois Zipan, du MP, etc. C'est peut-être 5 ou 6 partis. Et donc, il est question maintenant de voir comment amener tous les autres à être d'accord sur ce principe-là déjà. Et une fois qu'ils sont d'accord sur ce principe, on passera à la deuxième chose, à l'adoption donc de ce programme minimum commun. Une fois qu'on a adopté ça, alors on va choisir le candidat qui va porter donc ce programme à l'élection de 2025. Est-ce qu'il est tard? Non, il n'est pas tard du tout, et je vais vous dire pourquoi. D'ailleurs, nous on propose que le candidat là soit choisi après que la Cour constitutionnelle ait validé les candidatures. Donc, et ça, c'est une nouveauté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout ceci là... Je m'apprêtais justement à vous relancer. Pourquoi justement cette période, quand on sait qu'à date, il y a exactement 19 partis qui ont la possibilité d'investir un candidat. Oui. Une fois que la Cour constitutionnelle va se prononcer, c'est une stratégie quand même qu'on souhaite bien comprendre. Oui, oui, il faut la comprendre. Il faut vraiment, je veux l'expliquer. D'abord, partons déjà sur la base de la réalité. Ce n'est pas tous les partis politiques qui vont entrer dans la coalition gagnante. Ça, au moins, c'est clair. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont créés par Tanganji et qui vont venir faire ce qu'ils ont à faire. C'est une affirmation? Non, c'est une affirmation et elle n'est pas gratuite. D'ailleurs, il y a un parti qui l'a créé là tout de suite. Après la démission de M. Issa Chiruma, il a créé l'ACC en un jour. Bon, donc, ceux qui ont eu à créer des partis politiques ou sur la vie politique savent très bien qu'un parti politique ne peut pas être créé en 24 heures. Mais c'est fait. Donc il y a des gens qui ont des agendas et qui viendront. Mais cela ne nous inquiète pas du tout
encore une fois, au vu de l'expérience et de l'analyse des résultats des élections antérieures. Les 3 premiers candidats à toutes les élections, de 1992 à 2018, ont 90% des voix. Donc, tous ces petits trucs-là, ce n'est pas là-bas que le problème se pose. Là, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir des candidats de poids qui se mettent ensemble et donnent à la perception à la population qu'il y a une unité significative. Donc, on ne va pas chercher 100%, on ne cherche pas un candidat unique. On cherche un candidat consensuel et prépondérant. D'accord, nous allons maintenant, débat. Pourquoi est-ce que les gens doivent partir d'abord pourquoi est-ce que la Cour constitutionnelle doit d'abord se prononcer sur les candidatures? Pour 2 raisons. D'abord, il n'y a plus beaucoup de temps. Là, maintenant. Mais, deuxièmement, parce que, quoi si vous choisissez un candidat et que la Cour constitutionnelle bloque le candidat, vous faites quoi? Vous n'avez plus le choix, vous n'avez plus la possibilité d'avoir un autre candidat sur lequel vous vous rabattez. Alors, mais si ils connaissent qui est votre candidat, supposons même que ce candidat remplisse toutes les conditions, mais qu'à la dernière minute, on trouve une excuse pour le balayer, vous faites quoi? Donc le mieux, c'est que les candidats se présentent, ceux qui sont validés, c'est parmi eux qu'on choisit le candidat consensuel. Et je voudrais vous dire que aujourd'hui, ce que vous nous voyez faire là, c'est le fruit de l'expérience et de l'intelligence des années. Hein. Parce que pendant longtemps, l'opposition aussi voulait travailler sans mettre beaucoup d'intelligence dans ce qu'elle fait. Le programme commun va être le fruit d'une étude scientifique, des expériences du Burkina, du Niger, du Mali, du Gabon, enfin bref, toutes les expériences de refondation qu'il y a eu en Afrique. La stratégie qu'on va mettre en place est une stratégie extrêmement bien pensée. On n'ira pas par les émotions. On doit prendre, même parfois, les actes vont être contre-intuitifs, comme celle que je viens de vous dire maintenant, qui consiste à, on va tous, la Cour constitutionnelle valide, et maintenant, les candidats validés se désistent en faveur du candidat consensuel. Et c'est bon. Je pense que la stratégie est certainement salutaire, mais on a bien envie de savoir sur quel modèle de choix ou alors quel est le mécanisme de choix. Avez-vous déjà pensé? Bon, je sais que ça ne sera pas facile. Oui. Bon, mais la chose qu'il y a, c'est que nous encourageons les candidats. On ne sait même pas qui va être finalement candidat, hein, parce que je vous assure, ce n'est pas aussi facile que ça paraît. Si vous voyez, il y a des gens qui déclarent, alors pour le moment, on a des déclarations d'intention de candidature. Attendons déjà la convocation du corps électoral et 10 jours après, vous allez avoir des candidats effectivement qui auront déposé leur dossier. Ensuite, nous allons les approcher et dire à chacun, d'ailleurs ce que nous disons dès maintenant, que soyons tous réalistes. C'est-à-dire que quand on se retrouve dans la salle, ce n'est pas parce que tout le monde s'appelle président là, qu'on a tous la même force. Un parti qui a un conseil municipal dans une petite commune de Brousse n'a pas le même poids politique que Cabral, qui a 5 députés et 8 mairies, et qui a eu 6% à l'élection présidentielle de 2018. Une personne comme M. Belot, qui a 7 députés, 500 conseillers municipaux, une région qu'il gère, qui a été ministre d'État, secrétaire général joint à la présidence, ensuite ministre d'État pendant 10 ans sous Biya, c'est pas exactement la même chose que Kamto, qui a été ministre délégué pendant 7 ans. Ouais, sauf que il s'affecte également sur la popularité, président du Kamtchameni. Non, oui, tous ces facteurs-là, je veux dire que tous ces facteurs-là comptent. C'est-à-dire que bon, la popularité, ça se mesure à quoi? Quand M. Belot est parti, et je ne dis pas ça parce que j'ai un parti ou un autre, je veux dire qu'il faut que l'on commence à ne plus
se contenter des critères purement